Si vous nous rejoignez, merci de votre fidélité. Bienvenue, mesdames et messieurs, voici les titres de votre journal. Le Premier ministre, chef du gouvernement à Kankan, il prend part au Grand Fidaou de Kabalaba, une rencontre pour marquer l'importance de ce site religieux, pour se souvenir des ancêtres et pour prier pour la paix. On fera le point avec Ousmane Bangoura. À Kérouané, des actions sont en cours en faveur de la restauration du couvert végétal. Plus de 6000 plants sont mis en terre dans la localité de Damaro. Une opération menée par Winning Consortium dans le cadre du projet Simandou. Dans la rubrique rétrospective, nous nous intéressons ce soir aux réformes à l'enseignement supérieur, amélioration de la gouvernance, recrutement d'enseignants-chercheurs de haut niveau. Mounir Bari nous dira ce qui est accompli dans ce département stratégique en 2024. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous. Qu'il gagne ou qu'il ne gagne pas, Serou Girassi est notre ballon d'or. C'est le message transmis ce lundi par le général Amara Kamara, l'émissaire du chef de l'État à Marrakech. Le ministre secrétaire général de la présidence est au Maroc dans le cadre de la remise de ce prix exceptionnel au meilleur joueur africain de l'année. Serou Girassi bénéficie d'un grand soutien du président de la République, du gouvernement et de tout le peuple de Guinée. Moussa Koumara, envoyé spécial. Ce lundi 16 décembre 2024, une forte délégation gouvernementale est à Marrakech. À sa tête, le général de division Amara Kamara, venu apporter le soutien du chef de l'État et de tout le peuple de Guinée, Serou Girassi, leader charismatique et candidat potentiel du Ballon d'Or africain. En compagnie de sa famille, l'émissaire du général d'armée Mamadi Doumbouya a reçu Serou Girassi pour lui adresser le message du président de la République. Le chef de l'État, en plus de faire la délégation, quand nous venions ici avant-hier, il a appelé très tardivement la nuit à 1h du matin pour savoir où est-ce que nous étions. Nous l'avons rendu compte qu'on était en route pour l'aéroport. Il a dit attendez-moi, il nous a indiqué un endroit. Personnellement, très tardivement, il nous a accompagnés à l'aéroport. Nous faisons souvent des missions, mais c'est la seule fois que le chef de l'État a accompagné personnellement une délégation qu'il a dépêchée à l'aéroport. La ferveur Serou Girassi en Guinée, elle est très grande. Et on ne pouvait pas rester à côté de ça. Et c'est un concours de circonstances. Au lendemain de la prise de responsabilité des forces de défense et de sécurité, le chef de l'État, le président Mamadi Doumbouya, a fait du repositionnement de notre pays un pilier de la refondation en cours dans le pays. Et la refondation, c'est certes sa vision, mais elle est implémentée sur le terrain par des fils du pays. Hier, le frère Serou, il était uniquement l'enfant d'une famille. Aujourd'hui, c'est l'enfant de toute la Guinée que nous portons fièrement. Devant des ambassadeurs, des membres de la Fédération guinéenne de football, des frères de Serou Girassi et des journalistes, le général de division Amara Kamara a remis ses cadeaux symboliques du chef de l'État au futur Ballon d'Or. Je remercie le président de la République, bien évidemment. Voilà, il a dépêché une délégation comme le général l'a si bien mentionné, M. Amara. Et ouais, c'est une fierté déjà. C'est une très grande fierté de pouvoir représenter mon pays qui est la Guinée. Et ouais, même si ce soir on ne repart pas avec le Ballon d'Or, c'est déjà une victoire personnelle et j'espère qu'on va pouvoir repartir avec le Ballon d'Or. En ces jours de distinction, 5 fiertés africaines sont en lice. Le Guinéen Serou Girassi, le Marocain Hakimi, le Nigérien Ademola Lookman, l'Ivoirien Simon Andingra et le gardien de but Ron Williams de l'Afrique du Sud. Qui d'entre elles succédera ce soir au Nigérian Victor Osimhen, sacré meilleur joueur africain de l'année 2023. La Et cette cérémonie de remise du Ballon d'Or africain vient de prendre fin au Maroc. Et c'est donc le Nigérian Ademola Lookman qui a remporté le trophée.
Dans le reste de l'actualité, le Premier ministre chef du gouvernement vient de prendre part à la 9e édition du Fidaou annuel de Kabalaba, un site religieux situé à 22 km du centre de Kankan. Il est le premier territoire occupé par les Kabas et c'est donc un rendez-vous empreint de spiritualité qui est mis à profit par les fils et par les filles venus de partout pour prier et pour bénir la mémoire des ancêtres. Reportage Ousmane Bangoura. À 22 km de la ville de Kankan, nous voici sur la colline de Kabalaba, dans Soumankoui, commune rurale de Karfamouria. Un site islamique plein de légendes. Kabalaba est aussi ce curieux musée à ciel ouvert. Dans une muséographie immersive, on découvre également une ancienne mosquée construite vers 1671. Chaque année, une visite de recueillement devant les tombes des ancêtres est organisée pour entretenir la mémoire des différents fondateurs de Baté et leurs familles. À l'intention de tous les Guinéens, l'APK a organisé une semaine de prière et d'invocation de Dieu, ici même à Kabalaba, dans cette mosquée de Zaïeux, pour qu'il répande sa miséricorde sur le Baté, sur le Batéka et sur la Guinée tout entière. Le couronnement de ces prières et invocations est le motif réel de ce grand rassemblement d'aujourd'hui. Il est à cette occasion demandé à chacun de vous qui êtes là de prier pour nos dévanciers, pour nous les vivants et pour toute la Guinée. Nous prions pour la Guinée, pour que la Guinée devienne un havre de paix et de prospérité. Que Dieu accepte toutes nos prières et invocations d'aujourd'hui. La présence du chef du gouvernement a tout son sens ici. Le Premier ministre, chef du gouvernement, porte la voix du chef de l'État pour faire passer des messages d'unité et de cohésion. C'est un grand plaisir pour moi d'être associé à la cérémonie du Fidaou de Kabalaba de 2024. C'est extrêmement important pour nous tous, surtout dans le contexte actuel où il y a moins de 2 semaines, notre pays était en deuil. Donc ce qu'on peut dire par rapport à cet acte de souvenir et de célébration des anciens, c'est de penser à ceux qui ne sont pas là. Donc félicitations, encouragements à tous ceux et à toutes celles qui depuis quelques années ont pensé qu'il était nécessaire de revivifier la mémoire en rendant hommage aux ancêtres. Les familles de Kankan et de la région, à travers la commémoration des ancêtres à Kabalaba, continuent à faire revivre cette histoire, cette mémoire, et au-delà des frontières, beaucoup de gens se reconnaissent à travers la souche d'être de cet endroit. C'est le fondement de toute nation. Chacun d'entre nous est issu de quelque part. Et ce quelque part, c'est la Guinée. Merci à la famille de tous ceux qui sont originaires de Kabalaba. Vous donnez un exemple à toute la Guinée que pour demain, il faut savoir d'où on vient et en être fier et de le célébrer. C'est cela qui permet d'avoir des repères et de savoir ce qu'on veut et où on veut aller. Cette initiative fédératrice a réuni tous les imams de Baté autour du livre saint. Le pardon divin est imploré pour le bonheur du pays et ses fils. Pour cette 9e édition, plusieurs projets de développement communautaire sont planifiés par l'Association pour le développement de Kabalaba. Avantage, faire de ce site islamique un centre d'apprentissage et des principes religieux. Et puis vous le savez peut-être, la Guinée a un nouvel ambassadeur en Sierra Leone. Il bénéficie de la confiance du chef de l'État pour affermir davantage les relations de coopération avec ce pays frère. Avant de s'entretenir avec la communauté guinéenne, le diplomate a présenté les documents qui l'accréditent comme ambassadeur au président sierra-léonais, occasion d'aborder des questions de coopération bilatérale. Makeme Dozo.
Le nouvel ambassadeur de Guinée est reçu avec tous les honneurs à la présidence sierra-léonaise. Son Excellence Julien Yombouno, en remettant ses lettres de créance au président Julius Maada Bio, profite de l'occasion pour transmettre les salutations du président général Mamadi Doumbouya, tout en mettant un accent particulier sur les relations de bon voisinage et de belle coopération qui ont toujours existé entre la Guinée et Sierra Leone. C'est toujours contribuer à la promotion des relations économiques, sociales, culturelles entre la République de Sierra Leone et la République de Guinée, qui font partie carrément de toutes les organisations. Tous les deux sont membres de Manu River Union, membres de la CEDEAO, membres de l'Union africaine et aussi ensemble aux Nations Unies. Donc la Sierra Leone et la Guinée, c'est beaucoup de choses en commun, et lorsqu'on regarde aussi les populations, nous partageons beaucoup de populations le long de la frontière. Nous sommes là pour assurer le renforcement des relations séculaires qui existent entre les deux pays. Après cette cérémonie officielle, le président Maada Bio demande un tête-à-tête avec le diplomate guinéen. Le sujet est clair, le cas des déguerpis des débarcadères de Conakry, dont beaucoup se réclament sierra-léonais. Il m'a notifié quand même l'information que nous connaissons tous, le renvoi de plusieurs sierra-léonais à la frontière de Pamalap. Donc nous lui avons dit que nous mettrons tout ensemble, la Guinée et la Sierra Leone, pour surmonter cette crise. Nous avons connu des moments plus difficiles que ça, ce n'est pas ça là qui va gêner nos relations. Donc nous allons tous œuvrer ensemble pour que nos relations soient toujours au beau fixe entre la Sierra Leone et la Guinée. L'ambassadeur Yombouno a sur la table plusieurs dossiers à traiter concernant la situation des compatriotes résidant en Sierra Leone, mais aussi raffermir cette vieille relation d'amitié et de coopération entre Conakry et Freetown. Et toutes nos excuses pour la qualité de ces images. Dans l'actualité encore, les travaux de la 66e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO ont pris fin à Abuja, au Nigeria. Les dirigeants de la sous-région ont réaffirmé leur volonté à poursuivre les actions de développement en faveur des communautés. Plusieurs autres sujets étaient à l'ordre du jour, notamment celui lié à la sécurité dans l'espace CEDEAO. Mohamed Touré est notre envoyé spécial. À Abuja, au Nigeria, les chefs d'État de l'organisation sous-régionale ont une nouvelle fois fait preuve de volonté pour garantir le développement et surtout la paix dans l'espace. Les membres de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO félicitent les efforts diplomatiques menés par son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République du Sénégal, et son Excellence Faure Gnassingbé, président de la République togolaise, ainsi que les efforts diplomatiques déployés par le président de la conférence, son Excellence Bola Ahmed Tinubu, ainsi que les autres efforts déployés par les États membres de façon individuelle. Pour réussir ce pari, le président de la République fédérale du Nigeria et président de la conférence des chefs d'État a appelé à renforcer les valeurs démocratiques dans la sous-région ouest-africaine. La 66e session ordinaire de la CEDEAO qui s'achève aura permis aux chefs d'État de la sous-région ouest-africaine d'évoquer des difficultés financières auxquelles l'organisation est confrontée. Mais le Nigeria s'engage à y remédier en augmentant sa contribution. La Côte d'Ivoire fera également autant. Retour en Guinée et nous allons prendre la direction de Damaro dans la préfecture de Kérouané. Ici, vous allez le voir tout à l'heure, la campagne nationale de reboisement permet de lutter contre le réchauffement climatique dans cette partie du pays touchée par le projet Simandou. Plus de 6000 plans poussent à la satisfaction de l'entreprise Winning Consortium Simandou et des communautés impactées. Ce sont des explications sur place de Diambo Kabar. À Kérouané, la société Winning Consortium Simandou, bloc 1 et 2, s'inscrit progressivement dans la lutte contre le réchauffement climatique. Après la campagne de reboisement, les plants poussent de façon rassurante. À Damaro, Forêt Sédou, une visite est organisée pour constater l'évolution de ce projet écologique qui touche des carrières minières
et sites communautaires. Une aubaine pour l'entreprise qui expose ses intentions envers les villages impactés. Dans notre plan de gestion de la biodiversité, nous avons l'intention de reboiser tous nos sites dégradés. Donc aujourd'hui, nous avons pu reboiser plus de 64 000 plants avec 14 hectares et avec différentes espèces végétales. C'est-à-dire que ces espèces sont locales. Travailler dans les mines, il faut dégager les arbres, il faut dégager les herbes, mais aussi quand c'est une priorité encore pour la même entreprise de donner la couverture végétale donc aux endroits déboisés, je crois que c'est une satisfaction. Dans sa politique de reboisement de l'année 2024, Winning Consortium Simandou Bloc 1 et 2 a mobilisé plus de 60 000 plants issus de 12 espèces locales. Pour le suivi et la sauvegarde, une ONG locale intensifie la lutte contre les effets du changement climatique dans ces zones touchées par le projet Simandou. Nous ne pouvons que vraiment remercier Winning Consortium Simandou parce que recruter une ONG locale, cela démontre leur attachement à la politique aux lois guinéennes, parce que qui parle ici du projet minier va parler du contenu local. Plus de répit pour WCS engagé à changer l'image de ce petit village de la commune rurale de Damaro dans le registre de la lutte contre le dérèglement climatique. La préfecture de Forêt-Karia bénéficie d'un édifice pour la direction préfectorale des mines. Il s'agit de 3 blocs de 12 bureaux qui doivent être réalisés par le Fonds de développement minier. La cérémonie de pose de la première pierre mobilise les sages de Moria et les autorités préfectorales. Sidiki Sissé, Abakar Junior Kamara. La préfecture de Forêt-Karia abrite l'une des composantes du plus grand projet minier du monde, le port de Moribaya pour l'exportation du fer de Simandou. Pour gérer ce méga projet, la préfecture doit forcément se doter d'une direction préfectorale des mines. 3 blocs doivent sortir de terre avec 12 bureaux totalement équipés. La pose de la première pierre de cette belle infrastructure mobilise notabilité et cadres de la préfecture. Nous sommes en crise des bureaux. Notre bloc administratif n'a pas fini jusqu'à présent. Nous sommes là aujourd'hui pour construire pour la mine. C'est un ouf de soulagement. Ça va nous aider à avoir la même mise sur nos travailleurs. C'est le fonds minier qui finance les travaux pour un délai contractuel de 12 mois. C'est un projet national. Partout où il y a les activités minières, la préfecture de Forêt-Karia regorge le port et le chemin de fer. Pour faire un rendement par rapport à une situation, il faut créer les conditions de travail. À l'occasion du lancement de ces travaux, la notabilité de Moria formulait des prières pour tous les projets de développement enclenchés par les autorités de la transition en Guinée. Le projet regorge un bâtiment digne de nom qui va abriter le bureau du directeur préfectoral des mines et de la géologie de Forêt-Karia. Une grande salle qui abritera aussi des bureaux pour 12 personnes et des toilettes pour femmes et hommes. Les 3 autres bureaux qui vont être constitués pour des cadres aussi de cette direction préfectorale et un espace qui sera aménagé pour l'accueil. Une fois achevés, ces bâtiments flambant neufs permettront aux cadres des mines de Forêt-Karia d'avoir un cadre de travail décent. À Farana, le directeur général de l'Agence nationale de financement des collectivités vient également de lancer les travaux d'extension du siège régional de l'ANAFIC. À terme, l'édifice devra offrir un cadre idéal de travail, de concentration pour l'ensemble des cadres de l'agence qui évolue sur place. Cette activité, présidée par le gouverneur, a mobilisé les citoyens autour des encadreurs locaux. Ibrahima Oulian Fofana et Silati Kourouma. À Farana, le terrain est déjà dégagé pour la construction du siège régional de l'ANAFIC. Il s'agit d'un bâtiment en duplex qui sera réalisé dans 5 mois par l'entreprise Niger Construction avec un suivi rigoureux par des experts compétents. C'est un projet financé par l'ANAFIC à travers le budget national de développement avec une enveloppe de plus de 3 milliards de francs guinéens. Les objectifs de ce projet sont clairs. Améliorer les services offerts par l'ANAFIC à la région de Farana, renforcer les capacités locales en matière de gestion des projets et des ressources publiques, créer un cadre collaboratif pour les autorités locales, les partenaires et les citoyens afin de promouvoir un développement harmonieux et durable. Un bâtiment
administratif moderne en duplex, doté de 9 bureaux fonctionnels, dont 3 au rez-de-chaussée et 6 à l'étage. D'une salle de réunion d'une capacité de 50 personnes, d'une salle d'archives, d'un magasin, d'une cuisine, des toilettes ainsi que les voiries et réseaux divers. Cet édifice va absorber le manque de bureaux auquel était confrontée l'équipe. Cette cérémonie présidée par le gouverneur de région est une occasion de rappeler les efforts du chef de l'État. La construction de cet édifice s'inscrit dans la vision du chef de l'État qui a demandé à tous les acteurs que nous sommes de rapprocher le service public le plus proche des collectivités. Et cela va permettre de créer un cadre idéal pour les cadres qui vont y travailler, mais surtout de faciliter notre travail d'accompagnement collectivités bénéficiaires de tout cet appui. Cette activité de pose de la première pierre est aussi une occasion pour le directeur national de l'ANAFIC de s'entretenir avec son équipe régionale. Dans cet ancien local, ils sont invités à l'esprit d'équipe et surtout la détermination dans le travail, dans l'atteinte des objectifs. Et puis le bataillon opérationnel régional de la 4e région militaire de Zérekouré veille désormais sur les frontières sud du pays. Le chef d'état-major de l'armée de terre est sur le terrain pour se rassurer que cette force militaire est bien en activité en région forestière. L'enjeu est de maintenir un climat de paix par l'organisation de patrouilles et pour permettre aux populations de circuler librement et de vaquer tranquillement à leurs activités. Adjudant-chef Oumar Kamara de la presse militaire. Pour mieux assurer la protection des populations et leurs biens le long de nos frontières sud, le chef d'état-major de l'armée de terre, en tournée dans la zone, procède à la mise en place du bataillon opérationnel régional de Zérekouré. Ce sont les districts de Massadou et Kouanka, dans la préfecture de Massanta, qui abritent ce bataillon. Une volonté de la hiérarchie militaire, aujourd'hui matérialisée sur le terrain. Vous n'êtes pas sans savoir les enjeux géostratégiques qui nous entourent, vu tout ce qui est en train de se réaliser aujourd'hui sous l'initiative présidentielle, à savoir la mise en œuvre de nos mines, et aussi le méga projet Simandou Vision 2040. Et aussi, nous sommes confrontés, vous le savez, à des problèmes au long des frontières qui ne finissent pas. C'est pour cela que l'autorité a décidé que nous marquons notre présence en ces endroits au long de nos frontières, pour sécuriser nos frontières et sécuriser nos populations et leurs biens. Cela ne peut pas se faire sans qu'on ne s'y rende sur le lieu, faire une occupation de zone, procéder à des patrouilles et vraiment marquer notre présence. Les populations de ces localités accueillent avec joie et enthousiasme la présence de ce bataillon opérationnel. Le chef d'état-major, dans son intervention, a mis l'accent sur la sécurité, la sécurité et surtout la discipline qui doit caractériser chaque militaire de cette unité. Vous êtes là pour les mettre en confiance. Vous avez besoin d'eux pour avoir les renseignements. Vous avez besoin d'eux pour qu'ils vous disent les différents coins de leur zone. Ils maîtrisent, ils connaissent cette zone mieux que vous. Le bataillon opérationnel de la 4e région militaire a été actionné dans ce cadre pour rassurer la population et non pour être un danger pour la population. Toute personne qui se livrerait à des actions contraires aux consignes qui ont été données serviront d'exemple. L'arrivée de l'armée guinéenne autour de nous, car notre district vit sa situation par rapport à la frontière de la République du Libéria est très critiquée avec le général Mamadi Doumbouya, vraiment pour le fait qu'il a pensé à la communauté de Massadou, vraiment pour sauvegarder notre vie. Composée d'éléments de l'armée de terre et de la gendarmerie nationale, cette force militaire est formée et bien équipée pour remplir sa mission. C'est par la visite de ces installations en cours de réalisation ici à Kouanka que le chef d'état-major de l'armée de terre a pris congé de cette base. Dans le volet santé de ce journal, nous allons commencer à l'hôpital régional de Kindia où l'ONG Médecins sans frontières vient de mener des actions de formation et de remise de kits sanitaires. Il s'agit de préparer les services d'urgence à prendre efficacement en charge les blessés des accidents de circulation. En collaboration avec l'Agence nationale de sécurité sanitaire, les bénéficiaires se réjouissent de cet important appui. Yaya Silla.
L'hôpital régional de Kindia, face aux urgences des cas d'accident de la circulation, a un impératif de se préparer à recevoir des flux de blessés et pour leur prise en charge convenable. C'est l'objectif de l'ONG Médecins sans frontières et l'Agence nationale de la sécurité sanitaire qui viennent d'apporter un important lot de kits sanitaires précédé par une formation. Et c'est suite à une consultation avec les autorités du département de la santé, en l'occurrence l'Agence nationale de sécurité sanitaire, qui nous ont remonté la nécessité de la prise en charge d'un afflux de blessés à l'hôpital régional de Kindia. Au jour d'aujourd'hui, la nationale qu'on a créée Zéro Corée ne cesse de faire des victimes et est due à beaucoup de facteurs, mais nous nous sommes beaucoup appesantis sur la prise en charge de ces facteurs qui sont le renforcement des capacités des équipes d'urgence médico-chirurgicale de l'hôpital régional de Kindia. Les accidents de la circulation constituent un véritable problème de santé publique. Ils continuent sans relâche à endeuiller plusieurs familles. D'autant plus que Médecins sans frontières est connu dans ce sens. L'appui au personnel de santé sur tout le territoire national. Maintenant, dire qu'ils sont venus former notre personnel sur la prise en charge d'un afflux massif de blessés, cela nous soulage à plus d'un titre. Je pense qu'avec ces matériels, la prise en charge aussi des blessés sera aussi gratuite. Surtout les blessés d'un afflux massif, parce que ces dons seront utilisés pour eux. Le mois de décembre de chaque année marque une période de haute fréquence de cas d'accident de la circulation. Et pendant ce temps, la grande famille des agents de gestion hospitalière s'ouvre de plus en plus en Guinée. Elle vient d'accueillir de nouveaux médecins en santé publique et une nouvelle cohorte formée pour faire face aux nombreux défis liés à la bonne gestion des établissements hospitaliers dans notre pays. Tcherno Maroufba et Mohamed Mpati Kamara. Améliorer les compétences en milieu hospitalier fait partie des priorités des autorités sanitaires. À la faculté des sciences et techniques de la santé, de nouveaux agents viennent rehausser le rang pour faire face à la qualité des soins dans les établissements du pays. Cette deuxième cohorte en gestion hospitalière est le fruit d'un long processus. La nouvelle génération des médecins de santé publique a été formée par de grandes figures dans ce domaine. Ces agents ont acquis des aptitudes pour mieux affronter les réalités des hôpitaux. La formation va nous permettre d'améliorer plus nos connaissances en matière de gestion hospitalière au niveau de nos structures sanitaires, mais plus particulièrement dans la région que moi je suis, où nous sommes réellement conviés à faire un défi. Et ce défi-là, je pense qu'on va le relever avec tous les outils que nous avons eus lors de cette formation-là. Je voudrais associer le ministère de la Santé qui a permis la mobilisation et l'intéressement à cette formation dans un contexte où de plus en plus l'hôpital occupe une place importante dans notre système de santé. La prévention des infections dans les établissements, la prise en charge des équipes de garde, l'élaboration de la mise en œuvre des projets d'établissement hospitalier et la digitalisation sont les nouvelles attentes des agents aujourd'hui opérationnels. L'idée c'est quoi? C'est de faire en sorte que nos hôpitaux puissent être des lieux où la population prend la conscience pour dire je vais me soigner à l'hôpital, c'est seulement à l'hôpital où je vais me soigner et que c'est à l'hôpital où je vais trouver les médecins qualifiés, les agents de santé qualifiés. La gestion hospitalière étant un moyen fort dans la bonne marche des hôpitaux, de nouveaux agents sont dans la ligne de mire des responsables sanitaires afin de rehausser l'offre des prestations dans les structures du pays. Merci à Tcherno Marouf Ba. Et puis, Plan International Guinée vient de tenir sa réunion semestrielle, une rencontre de concertation qui s'inscrit dans le respect des principes de bon voisinage. Les partenaires étaient autour de la table pour parler des actions communes à mener en faveur notamment de la promotion des droits des enfants et l'égalité pour les filles. Sona Sagno. Pour faire progresser les droits des enfants, l'égalité des filles et évaluer le niveau de partenariat, Plan International Guinée a tenu une réunion semestrielle avec ses partenaires de mise en œuvre de ses projets et programmes en Guinée. L'idée est d'évaluer le niveau de ce partenariat. Approfondir les réflexions pour nous assurer que notre collaboration est en train d'être vraiment menée dans le but d'atteindre des objectifs communs
mais aussi pour l'ambition de plan international Guinée, qui est vraiment de s'assurer que les filles puissent être fortes et engagées pour pouvoir transformer le monde. Il était question lors de cette rencontre de lever les blocages, identifier les défis et réfléchir ensemble pour des solutions innovantes pour l'atteinte des objectifs. Après cette rencontre, on s'attend à ce que le plan soit flexible au niveau des partenaires de mise en œuvre. Si le plan aussi appuie ces organisations pour qu'elles soient autonomes, pour qu'elles puissent en fait postuler à des appels à propositions et réaliser eux-mêmes leurs projets, je pense que c'est l'idéal en fait que toute organisation de jeunes souhaiterait. Et cette rencontre est très importante pour tous les partenaires du plan parce que ça nous permet de connaître le plan, ce qu'il veut faire, et ça permet à nous autres de se connaître et respecter la politique de sauvegarde, la politique de lutte contre la corruption et la fraude de plan, pour que le partenariat qu'on compte développer avec plan soit un partenariat gagnant-gagnant pour plan lui-même, pour nous partenaires, mais pour nos enfants aussi et l'État guinéen. L'événement a été l'occasion pour Plan International Guinée de définir ses objectifs clairs et non négociables et de partager les responsabilités. Une dynamique marquée par la remise de satisfecit. Lancement officiel des activités de la Maison du Savoir pour l'Humanité. C'est une organisation transversale de la société civile qui se veut une plateforme d'éducation citoyenne, de promotion de la bonne gouvernance et de la cohésion sociale. Et déjà, plusieurs campagnes de sensibilisation sont initiées pour renforcer la culture du savoir et l'entrepreneuriat dans certaines régions du pays. Le point avec Falilou Diallo et Sounou Sidibé. C'est une nouvelle plateforme de la société civile dont le cheval de bataille est l'éducation et la promotion du vivre ensemble en Guinée. La Maison du Savoir pour l'Humanité lance ses activités. Créée en 2020, elle se veut leader dans le domaine de l'éducation et autres activités socio-économiques. Notre vision, c'est un monde où la priorité est donnée aux valeurs humaines plutôt qu'aux considérations matérielles. En commençant par notre pays, la Guinée. Nous œuvrons pour un avenir de conscience libre, où le choix des dirigeants se fonde sur leurs utilités idéologiques. Déjà, plusieurs projets et programmes ont été réalisés avec l'appui de certaines institutions et organisations non gouvernementales partenaires. La Maison du Savoir pour l'Humanité entend également contribuer à la création d'une nouvelle génération de citoyens soucieux du devenir de la Guinée. L'essentiel est que je prie Dieu en son nom, en tant que chef de l'État, parce que c'est lui qui a le plus gros souci de ce pays. Il est le chef, il est le père de la nation. En son nom, nous prions que les messages qui sont véhiculés ici, que les populations guinéennes l'entendent de bonne oreille, qu'on se donne la main. Je l'ai dit, les jeunes qui s'approprient de ça, vous êtes aujourd'hui jeunes de Guinée, le présent de ce pays, et vous êtes aussi son avenir. Pour une Guinée unie et solidaire, la Maison du Savoir pour l'Humanité compte créer une plateforme où le dialogue et le développement humain seront célébrés et accompagnés. Au même moment, à Mamou, les journalistes des médias publics et privés des régions de la Basse et la Moyenne Guinée renforcent leur capacité. Une formation organisée par le ministère de l'Information et de la Communication à travers le Centre de formation et de perfectionnement en technique de l'information. Les travaux ont porté sur plusieurs thématiques, dont la lutte contre les discours de haine, la désinformation ou encore l'incitation à la violence. Mamadou Paté Baldé est notre correspondant à Mamou. En Guinée, la lutte contre la désinformation, les discours haineux et d'incitation à la violence et leurs corollaires préoccupent le ministère de l'Information et de la Communication. Pour élever le défi, le Centre de formation et de perfectionnement en technique de l'information renforce à Mamou les capacités des 70 journalistes des secteurs publics et privés des régions de la Basse et de la Moyenne Guinée. Le ministère de l'Information et de la Communication à travers la Direction générale du Centre de formation et de perfectionnement a cru devoir opposer le renforcement des compétences des journalistes en technique justement de communication. Il s'agit de la prévention, la détection et les techniques de lutte contre les discours violents, les discours de haine et leurs corollaires justement de division qui entachent le vivre ensemble. Dans ce élan, le ministère de l'Information et de la Communication bénéficie de l'appui technique et financier du PNUD,
de l'UNICEF et de l'ONU Droits de l'Homme. Nous allons dérouler avec le fact-checking, un thème qui est nouveau, mais c'est un principe qui nous amène à vérifier et rétablir la vérité sur nos antennes. Et donc nous allons donc inviter nos journalistes à s'imposer par les meilleures pratiques sur nos antennes. Chers acteurs de l'information et de la communication, j'en appelle donc à votre sens de responsabilité sociale pour refuser de servir de relais au discours violent, à la haine sociale, à la stigmatisation, et vous exhorte à faire de nos différences culturelles un facteur de complémentarité et de richesse. Après cette rencontre de 2 jours à Mamou, les responsables des médias seront également formés sur les mêmes thématiques pour une communication responsable dans le cadre de la refondation de l'information et de la communication en Guinée. En plus bref et en image maintenant, la radio rurale de la Basse-Guinée a célébré le 32e anniversaire de sa création. C'était hier à Kindia, une date mémorable pour les travailleurs, mais aussi pour les auditeurs de cette station de proximité. Les imams et les travailleurs ont pour l'occasion fait des prières pour le repos de l'âme des travailleurs décédés. Les autorités préfectorales ont pour la circonstance rendu hommage et remis des satisfecit aux meilleurs travailleurs. Nous allons revenir sur cet élément dans nos prochaines éditions d'information avec sur place Yaya Silla et Fana Labaya Kamara. Dans l'actualité encore, le gouvernement guinéen veut rehausser le niveau de l'école, une ambition qui passe nécessairement par la culture de la rigueur auprès de ceux-là qui vont enseigner à l'école primaire. Le ministère de l'enseignement technique effectue en ce moment un suivi rapproché dans les écoles normales d'instituteurs. Le constat dans les préfectures de Kindia, Mamou, Pita et Kankan révèle la nécessité d'effectuer des investissements importants pour à la fois améliorer le cadre d'études et moderniser les pratiques de formation. Tierno Ousmane Diallo. Le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi veut davantage qualifier la formation dans les écoles normales d'instituteurs. Dans ces écoles sont formés les futurs enseignants du primaire dont le rôle est crucial pour tout le système éducatif. À travers des missions de supervision, les cadres de la Direction nationale de la formation et du perfectionnement du personnel enseignant s'assurent de la qualité de l'enseignement dispensé. Chaque année, dans notre plan d'opération, nous inscrivons la mission de supervision et de coordination afin de veiller au fonctionnement de ces écoles. Ici, à l'ENI de Mamou, toutes les dispositions sont prises pour nous permettre de bien dispenser les cours et pour nous de bien travailler parce que le local est là, les éléments sont là pour nous permettre de bien travailler. À Kindia, Mamou, Pita ou encore à Kankan, les superviseurs échangent avec tous les acteurs et recueillent des données pour améliorer la formation dans les ENI. Nous, notre école a été partiellement rénovée. Le bloc administratif est entièrement rénové. Les salles de classe à 90% sont vraiment rénovées à notre grande satisfaction. Il y a une synergie d'action, chacun dans son palier joue pleinement son rôle. Et j'ai échangé vraiment avec les élèves, ils ont dit que les cours se déroulent correctement. Les difficultés, d'abord, c'est l'accès à l'informatique. La deuxième chose, c'est l'addiction d'eau. Ensuite, il y a eu rénovation partielle et elle n'a pas été totale. L'ENI donc est toujours confronté à ce problème d'infrastructure. À travers le pays, 10 ENI sont opérationnels pour la formation des enseignants du primaire. Leur redynamisation est plus que jamais au centre des préoccupations du gouvernement pour impacter toute l'école guinéenne. Rétrospective 2024 maintenant. Ce soir, je le disais au sommaire, nous allons braquer nos projecteurs sur le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Dans ce département stratégique, Alpha Bakar Bari et son équipe mettent l'accent, vous allez le voir, sur l'amélioration de la gouvernance, l'organisation et le renforcement de la recherche scientifique, des ambitions sous-tendues par des projets et programmes innovants, sans oublier le développement des infrastructures ou encore le retour de la Guinée au sein des instances internationales, entre autres acquis sur lesquels revient Mounir Bari.
En 2024, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation était sur plusieurs fronts. Tout était question de priorités pour ce département stratégique, des priorités liées à l'amélioration continue de la gouvernance au niveau de l'appareil administratif universitaire, notamment les segments de la recherche scientifique et de l'innovation, l'offre de formation, les infrastructures et équipements, sans oublier des efforts immenses pour que la Guinée signe son comeback dans les instances régionales et internationales. Parmi ces instances, le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES, le WASCAL, l'agence universitaire de la francophonie. Là-dessus, la Guinée abrite pour la toute première fois les travaux du 22e concours d'agrégation du CAMES avec 19 nouveaux maîtres de conférences agrégés. Ces enseignants-chercheurs guinéens et étrangers puissent, dans leur activité de tous les jours, encadrer des enseignants-chercheurs guinéens à passer en thèse. Alpha Bouakar Bari s'inscrit dans l'optique de l'exécution de la feuille de route assignée à son département par le Premier ministre chef du gouvernement. Sur le plan de la recherche scientifique et de l'innovation, on enregistre des avancées remarquables. Tout d'abord, la révision des programmes et textes réglementaires, la rénovation des programmes avec en ligne de mire la co-construction, le décloisonnement des diplômes. Nous avons 8 écoles doctorales en Guinée. Les 8 écoles doctorales doivent monter en puissance. Vous savez, le fameux programme des 5000 masters, 1000 PhD, l'essentiel peut être formé dans nos écoles doctorales. L'inscription de nos étudiants se passe désormais sur un seul guichet qui s'appelle Parcoursup. Les premiers partenariats se sont manifestés au niveau de l'Institut supérieur de technologie de Mamou. Je pense à l'unité d'assemblage du premier laptop Made in Guinée qui a été fait entre l'IST de Mamou et une entreprise chinoise. On note des résultats probants avec la réalisation de plusieurs infrastructures dans les 17 institutions d'enseignement supérieur et les centres de recherche du pays. La Cité des sciences et de l'innovation, ancien Cérescore, l'école civilo-militaire en cours de rénovation dans l'enceinte de l'université Gamala Ben Nasser de Conakry, la transformation de l'Institut de formation à distance en une université numérique par le biais de la coopération avec l'agence universitaire de la francophonie. Tous ces jalons posés visent à doter le pays de ressources humaines compétitives capables de contribuer au développement du pays. Avec l'autorité nationale d'assurance qualité, le ministère s'inscrit dans une nouvelle dynamique assurance qualité. À Mounir Barry, dans le reste de l'actualité, les filles et fils de Séguéré accompagnent les autorités dans la mise en œuvre des programmes de développement. La ville de Séguéré enregistre des progrès importants et son visage change positivement depuis l'avènement du CNRD au pouvoir en 2021. Et sur place, une série d'activités est donc initiée pour soutenir les œuvres de paix prônées par le chef de l'État, les actions menées par le mouvement Sigiri Benkama. Les détails avec Nabila Moussa Kamara, Fodé Bari et Jean-Jacques Faber. À Bafinda, les ressortissants de Sigiri sont accueillis dans le centre-ville en vue d'assister au lancement officiel du mouvement Sigiri Benkama. S'unir pour participer au développement de leur localité confrontée au manque d'infrastructures de base est l'ambition de cette structure mise en place. On s'est dit, il faut évoluer la main dans la main. C'est ensemble qu'on peut devenir fort. En venant, les filles et fils ne sont pas venus aussi les mêmes vides. On est venu avec 40 forages pour appuyer l'adduction d'eau de notre préfecture. Après cela, nous avons beaucoup de projets de développement que nous ambitionnons pour notre préfecture. Donc, nous allons voir là où le besoin se sent, on envoie ces forages dans ces sous-préfectures et dans ces différentes localités. Sur la place des Martyrs, tout le monde est mobilisé pour assister à la prestation de Adjouane, un artiste malien très aimé par la population de Sigiri. Appeler les filles et fils de la localité à l'entente pour préserver les acquis du CNRD est l'une des priorités des autorités et du mouvement Sigiri Benkama. Merci pour tous ces appuis à nos efforts qui contribuent assurément à dessiner le visage de Sigiri, de nos rêves et de nos ambitions. Je ne saurais terminer
sans remercier M. le Président de la République pour sa vision à doter Sigiri des infrastructures de qualité capables de répondre aux besoins de notre vaillante population. La cohésion sociale est sollicitée par les autorités et les citoyens de Sigiri. Cette zone aurifère par excellence qui s'oriente désormais vers le présent pour restaurer les valeurs humaines et contribuer à son émergence. L'actualité sportive de ce journal nous emmène à la Fédération guinéenne de karaté et arts martiaux affinitaires qui vient de tenir son congrès électif. Les membres statutaires ont renouvelé leur bureau, une nouvelle équipe avec à sa tête Maître Cheikh Kondé, élu par acclamation pour un mandat de 4 ans. Jibril Kamara. Pour la 3e fois consécutive, les membres statutaires de la Fédération guinéenne de karaté et arts martiaux affinitaires renouvellent leur confiance à Maître Cheikh Kondé et son équipe. Ces élus ont par le passé dirigé la Fédération guinéenne de karaté avec un résultat jugé satisfaisant. Dans la mesure où les efforts abattus ont été reconnus par les membres statutaires, ça me donne un réconfort avec mon équipe. Les défis pendant ces 4 années prochaines sont, entre autres, l'engrangement des médailles au niveau international et l'insertion ou la promotion de nos cadres au niveau international, surtout la promotion de la vulgarisation et le développement à la base de notre discipline sportive. Toutes mes félicitations à l'équipe qui vient d'être élue, qui vient de bénéficier de la confiance du Congrès. Les 16 délégués venus des 8 ligues ont passé au peigne fin le rapport des activités de la Fédération durant les 4 dernières années écoulées. Durant les 4 dernières années, nous avons organisé des compétitions régulières, des championnats nationaux dans différentes catégories d'âge, de niveau. Nous avons développé et renforcé des ligues spécialisées dans les 8 régions administratives du pays. Nous avons fait la mise en place des comités dans les villes de Sigiri et Kissidougou. Nous félicitons le nouveau bureau élu. Je crois que les congressistes ont compris qu'il faut continuer dans cette bonne direction. On souhaite que ce qui a été déjà fait se fera encore davantage. Le nouveau bureau exécutif de la Fédération guinéenne de karaté et arts martiaux affinitaires est composé de 20 membres, dont 6 femmes. Ces membres ont la charge de diriger les destinées de cette fédération pour les 4 prochaines années. Ils ont l'obligation d'organiser les compétitions nationales et représenter la Guinée à l'international. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain pour d'autres actualités de la Guinée. La Guinée est notre paradis, terre de richesse et d'innovation. En attendant, je vous souhaite à tous de passer une belle soirée en compagnie de nos programmes.